Alors, question éventuelle. Donc on arrive à ça. Deux constantes parce qu'on est sur deux intervalles. Et après c'est tout bon. Alors, je vais avancer un petit peu maintenant sur le petit dé. Je reprends la page précédente. Alors effectivement, dans la première ligne, on peut en valeur absolue. Bon, ça, bon, je laisse comme ça, c'est un détail ça. Ça c'est un détail. Alors, je récupère, hop, ce morceau-là que je mets ici. Alors, deuxième intégrale, c'était racine de 1 plus exponentielle x. Donc je vais le commencer peut-être sur la page d'après en fait. Tac. Alors, je vais devoir changer de page, ce sera plus net. Vous inquiétez pas, je vous laisserai les PDF à disposition, etc. pour reprendre tranquillement. Là, si on juste calcule des calculs, c'est pas grave du tout. Alors, le petit dé. Alors, idem, là on va le faire rapidement, il n'y a pas de piège. La fonction, on va rappeler f1. Ça change pas grand chose. Qui a x associe racine de 1 plus exponentielle x. Elle est continue sur R tout entier, aucun problème. Donc, admet des primitives. Maintenant, si on veut passer au calcul proprement dit, on va faire un champ de variables. Donc je pose un petit peu l'intégrale. Intégrale de f de x dx, c'est l'intégrale de racine de 1 plus exponentielle x dx. Ici, indication qui est donnée, donc là on la suit. On veut faire le champ de variables u égale, alors là j'avais oublié une racine au départ, donc je voulais rajouter. Alors en vrai, si on ne met pas la racine, après coup on est amené à faire un deuxième champ de variables, mais on peut faire tout d'un coup ici, donc c'est plus simple. Ici c'est plus direct. U égale racine de 1 plus exponentielle x. U égale racine de 1 plus exponentielle x. Petite chose importante, c'est pas toujours le cas, mais ici on a petit x en fonction de u très facilement. X, si on fait u carré moins 1, ça fait exponentielle x. Donc x, c'est ln de u carré moins 1. Donc ça, c'est un truc à repérer. Si on veut formaliser un petit peu les choses, on va préciser la fonction changement de variable. Ici, notre fonction changement de variable, bougez pas. Tac. Tac. Je remets ça comme il faut. Bon, plus ou moins. Ici, notre fonction changement de variable, elle va être C1. Tout simplement parce que ça marche dans tous les sens de toute façon. X associe est-ce que c'est dans l'autre sens qu'on va le faire? Bon, c'est pas très grave. Je refais ma racine un tout petit peu plus droit. Voilà. Donc cette fonction-ci, elle est C1. Et je vais du coup en dessous. Pour petit x, on va de R. Et ici, on va dans R. Conséquence, on fait le champ de variable. Ensuite, on va le mettre en place. Tac, tac. Alors, au niveau des bornes, en fait ici, au niveau des bornes, on est en petit x. On est en petit x. Après champ de variable, on va être en petit u. Donc le changement de borne, en fait, il va être matérialisé par le fait qu'on va garder la notation petit u. Et il faudra se rappeler que u s'exprime en fonction de x de manière bien précise. Ensuite, pour ce qui est le racine 1 plus exponentielle x, c'est directement petit u. Ensuite, pour le dx, justement, si vous prenez la forme de départ, c'est peut-être pas simple de faire apparaître le dx. Mais si vous prenez la forme ici modifiée, là c'est très facile. Une fois qu'on a x en fonction de u, on a dx en fonction de du en dérivant. Ici plus précisément, on va avoir alors ln de carré moins 1, donc on va avoir le du qui va se mettre devant. Ici je mets un petit produit, et c'est du ln de truc, donc ça fait truc prime sur truc. Et ici truc prime c'est 2u. Donc ça c'est hop. Changement de variable. 2 fois u prime. Oui c'est ça, on est bon.
Est-ce que jusqu'ici, pour la partie champ de variable, est-ce qu'il y a des questions? Alors, pour champ de variable, je refais rapidement. Ce qu'il faut repérer, c'est, hop, je vais le souligner comme ça, le racine plus exponentielle x, c'est ce qui donne le petit u. Donc là, c'est direct. Ensuite, je mets d'une autre couleur, on va dire, par exemple comme ça, le dx. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Lui, je l'enlève. C'est ça que je voulais faire. Le dx, il s'est transformé en 2u sur u carré moins 1 du. Pourquoi? Petit rappel. Dx sur du, c'est la dérivée de ln de carré moins 1. C'est donc 2u sur u carré moins 1. Ce qui donne bien dx égale 2u sur u carré moins 1 fois du. Ok. Si on en a, on peut forcer l'apparition après intégrale. Si on fait du sur dx, donc on dérive ça par rapport à x. Alors ici, j'ai pas testé, mais de manière générale, on peut effectivement forcer l'apparition de ce qu'on veut. Là, j'ai pas testé. Donc à la rigueur, on pourra en reparler, mais sur le principe, c'est pas sur le principe, c'est envisageable. Sur le principe, c'est envisageable. C'était moins élégant. Donc oui, ça marche. Ok. Bon, si ça marche, tant mieux. Ensuite, on finit notre petit calcul. Je repasse en couleur normale. Tac, tac. Ici, on se retrouve avec l'intégrale de... Alors le 2, on laisse devant. U carré sur U carré moins 1 du. Et là, encore une fois, là c'est plus téléphoné. En haut, on a U carré. En bas, on a U carré moins 1. Bon bah tiens, si on faisait apparaître le moins 1. Pouf, pouf. Si on fait ça, on va pouvoir décomposer notre intégrale. Le petit 2, on le laisse dans son coin. Et on va avoir l'intégrale de 1 du, tout simplement, plus l'intégrale, alors tout ça c'est en facteur du 2, l'intégrale de 1 sur u carré moins 1 du. L'intégrale de u, l'intégrale de 1, bon, voilà, ça c'est facile, on primitive 1, ça fait u, donc ça c'est instantané. Là, on a l'intégrale de 1 sur u carré moins 1. Ici, c'est encore une décomposition d'éléments simples entre guillemets, mais ultra classique, on l'a déjà fait plusieurs fois. U carré moins 1, on l'écrit U moins 1 fois U plus 1. Et là, on cherche à la main des petites constantes telles que 1 sur U carré moins 1, ce soit constante sur U moins 1 plus constante sur U plus 1. Donc ici, on va avoir 2U plus 2 fois l'intégrale de 1 sur U carré moins 1 du. Tout ce morceau-là, hop, je le récupère et je bascule sur une autre page. Est-ce que jusqu'ici c'est bon? Niveau question. 3, 2, 1, on change. Alors j'espère que... N'hésitez pas à me dire, vous avez dans votre statut, vous pouvez mettre un, si vous cochez sur le truc, vous pouvez mettre un petit plus vite, plus lentement. Alors je ne pourrais pas satisfaire tout le monde, bien sûr, vous en doutez, mais après tout, peut-être que ça pourrait éventuellement donner des indications. Alors lui, il veut dire quoi du coup? Tac, tac. Alors, prise de parole, oui, non, peut-être. Ah, U c'est une fonction, pourquoi U' n'apparaît pas quand on dérive? Non, non, U c'est pas une fonction. Ici c'est le nom de la variable. Ici c'est juste la variable muette. Donc si ça vous perturbe d'avoir un U comme variable, vous mettez un T. Donc on pose T égale racine plus exponentielle X. Donc là on intègre dt et il n'y a aucun problème. Mais ici c'est la variable U. Alors ensuite, j'avance un petit peu. On va avoir, donc là, hop, je mets une couleur.
Donc je mets juste la méthode, on va dire, on cherche AB tel que 1 sur U carré moins 1 égale A sur U moins 1 plus B sur U plus 1. Alors, je refais le petit principe vite fait parce que des fois, il y a quelques hésitations. Ce truc-là, A sur U moins 1, voilà. Le A sur U moins 1 plus B sur U plus 1, si vous le ramenez au même dénominateur, vous avez, au même dénominateur, pardon, vous avez U plus 1, U plus 1, U plus 1 fois U moins 1 en bas. En haut, vous allez avoir A fois U plus 1 plus B fois U moins 1. Je dépasse un peu, ouais, je dépasse un peu. Tac, bougez pas. Zoup. Comme ça, on va être bon. Ensuite, on l'écrit en dessous. Ce truc-là, c'est égal à, si on regarde en haut, en petit u. U, c'est la variable. Attention, U, c'est la variable. On a A plus B. En constant, on va avoir A moins B. Ici, on se retrouve donc avec le système. A plus B, le coefficient de U est censé être égal à 0. Parce que si vous regardez en haut, on veut 1 sur U carré moins 1. Donc on a 0 comme coefficient de U. Et le A moins B, le coefficient constant, lui on veut qu'il soit égal à 1. Parce que ici, on veut 1 comme coefficient constant. Et on a A moins B comme coefficient constant. On résout ce petit truc là vite fait. Et on obtient. Alors ici, si on fait la somme, ça fait 2A égale 1, donc A égale 1 demi. Et B c'est l'opposé, c'est donc moins 1 demi. Autrement dit, là je repasse au calcul général. Je mets mon petit trait là, zoup, de séparation. Ici, et on va y arriver gentiment, on va avoir 2U. On va avoir ensuite plus, alors les 2 fois 1,5 se simplifient. Donc on va avoir l'intégrale de, alors le petit a, c'était pour U-1. Donc 1 sur U-1 du, moins l'intégrale de 1 sur U plus 1 du. Donc 2 fois 1,5 c'est bon, 2 fois moins 1,5 c'est bon. Et on va arriver gentiment à 2U plus logarithme de valeur absolue de U-1 plus, moins logarithme de valeur absolue de U plus 1. Et encore une fois, je vais les mettre en rouge. Nos barres de valeur absolue, il ne faut pas les oublier. Vu que petit u peut être négatif, je vérifie, mais ici il peut l'être normalement. Pif paf pouf, on primitive ça. Vu que le petit u peut être négatif, ensuite on est bon. Ça fait penser, il y a un truc que j'ai pas dit. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste un détail. Arrivé ici, et même ici au départ, on pourrait se poser la question, ah oui, mais qu'est-ce qui se passe si le u carré moins 1 est négatif? Parce que j'ai quand même un logarithme. En fait, tout simplement, vu la définition de petit u, le petit u, il est plus grand que 1, et même strictement. Donc, il n'y a jamais aucun problème. Ici, je peux même le préciser d'ailleurs si vous voulez. Je le mets entre parenthèses. En fait, l'intervalle d'arrivée, ce serait 1 plus l'infini strictement. Et donc, il n'y a pas de souci. Alors, comment u peut être négatif, c'est une racine. Et effectivement, du coup, ça complète ce que je disais. Ici, a priori, on se méfie, u-1, u+1, on ne sait pas. Mais a posteriori, vous avez raison, les signes, les valeurs absolues, ça ne va rien. Et, pardon, je reviens sur ma conclusion. Pour conclure, il faut faire attention à deux choses. Première chose, on repasse en petit x. Donc, il faut bien remplacer tous les u par le racine de 1 plus exponentielle x. Et il faut rajouter notre constante d'intégration. Donc, conclusion.
Tiens, je vais mettre une version équivalence. Ce sera une formulation différente. F primitive de petit f, c'est équivalent à, il existe une constante k dans grand R, constante d'intégration, telle que pour tout x, oui, dans grand R, f de x, ce soit. Alors le 2u, ça fait 2 racine exponentielle x, plus 1. Et là, on peut rassembler, je vais mettre ça à côté, ln de u-1 moins ln de u+1, le logarithme de a moins ln de b, ça fait ln de a sur b. On peut le regrouper en ln de u-1 sur u+1. Ça ne paye pas de mine, mais pourquoi pas. Et ici, on se retrouve donc avec, où est-ce que j'ai noté, le logarithme de, alors, à la place de u, on met racine de 1 plus exponentielle x, moins 1. En dessous, racine de 1 plus exponentielle x, plus 1. Et tout ceci entre parenthèses. Et le plus, comment j'appelle la constante, k. Et là, on a gagné pour ce calcul-là. Alors, question posée. Pour les branches variables, on oublie. Non, 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 on n'a pas oublié. En fait, c'est caché là. A priori, enfin, lorsqu'on fait champ de variable, on se ramène à petit u. Ça veut donc dire qu'on a... Alors, si on l'écrivait précisément, je fais un petit truc hors démonstration. Si on l'écrit précisément, rappelez-vous quand on fait cette intégrale sans borne. En vrai, grand f de x, alors comment est-ce que je peux vous le présenter simplement, en vrai, les bornes, elles sont cachées dans l'expression de grand f de x. En vrai, grand f de x, c'est l'intégrale de 0 par exemple à x de f de t dt. Conséquence, le fait de changer la variable, ça revient à changer les bornes. Donc on ne l'a pas oublié, c'est le fait de revenir de u à racine exponentielle x, c'est ce qui matérialise, c'est ce qui caractérise le changement sur les bornes. J'espère que c'est à peu près clair, mais morale, on fait les choses naturellement, ça se passe bien. On y reviendra bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me ressolliciter. D'accord ? Est-ce qu'il y a d'autres questions directes là-dessus? Sinon, on va dire que c'est largement bon. Pas de souci pour l'instant. Je commence à mettre... à préparer mon PDF sur le côté. Comme ça, vous recopiez le truc tranquillement. Alors, on en était où? Nous, ça c'était bon, ça c'était bon. On en était par là. Alors, je raffiche le PDF en grand. Je vous laisse le tableau en petit à côté. Alors, si on repart sur notre partie cours. Si on repart sur notre partie cours, on était sur le dénombrement. On avait vu, donc je refais un petit panorama rapide. Première chose, des définitions complètement abstraites. Ensemble fini, cardinal, des propriétés sur le cardinal avec les applications, et des choses un petit peu plus concrètes, des formules sur le cardinal d'un ensemble, ou d'une réunion, ou d'un complémentaire, etc. On a vu ensuite le cardinal du produit cartésien, avec des petites remarques qu'on va retrouver ici, juste après. Un produit cartésien, ça a l'air abstrait, mais en fait, ça matérialise complètement des choses concrètes. On ne fait pas le 14. Alors le 14, comme le 15A et le 15B, ce sera sur le PDF que je vais mettre sur Classroom. Donc vous regarderez par vous-même en autonomie, on va dire, sachant qu'il y a des questions, vous me demandez. On a vu ensuite le nombre d'applications de grand E dans grand F. Donc ça, avec un petit raisonnement en termes d'applications. Et on avait terminé avec le cardinal de P de E. Petit rappel, si grand E est un ensemble, P de E, c'est l'ensemble de toutes les parties de grand E. Donc on fait tous les sous-ensembles possibles de grand E et on les met dans un grand sac. Et le cardinal de ce truc-là, c'est 2 puissance cardinal de E. Ensuite, là on arrive sur les nouveautés. Alors, les listes.
Alors, ici, le principe, c'est quoi? Alors, liste, honnêtement, si vous avez en tête les listes Python, bah, ce sera grosso modo le même esprit. Sauf que là, c'est la version mathématique. Le but du jeu, c'est de formaliser, encore une fois, un certain type de structure de données. Qu'est-ce qu'on appelle une plist? Une plist, c'est un langage de probabilité d'énombrement, c'est tout simplement un PUPLET d'éléments de grand E. Donc la définition, en fait, bah, c'est juste qu'on a mis un synonyme. Au lieu de PUPLET, terme qu'on utilisait déjà très souvent, couple, triplet, quadruplet, on va dire maintenant qu'on a une plist. Mais c'est la même chose. Autrement dit, c'est un élément de la forme x1xp, entre parenthèses, où tous les xi sont dans grand E. Et on peut aussi parler, ça c'est un petit truc en plus, de plist d'éléments distincts qu'on appelle aussi arrangement. Ça veut dire, bien sûr, comme leur nom l'indique, parmi toutes les listes possibles, on se limite à des éléments tous différents. Attention, suivant le contexte, ce sera à vous de faire attention, suivant le contexte, ce sera des plistes ou des plistes d'éléments distincts. Au niveau des propriétés, c'est presque ça qui est le plus important. Ça peut sembler bizarre, mais j'ai surtout encadré la remarque. Ici, dans une plist, l'ordre compte et il peut y avoir des répétitions. Dans un arrangement, l'ordre importe, mais les répétitions sont exclues. Donc, liste, ordre, et répétition ou pas, bah, suivant ce qu'on choisit. Donc ça veut dire quoi concrètement? On va faire un petit exemple tout de suite. Je repasse sur le tableau. Tac. Je rajoute une page. Alors, exemple symbolique, hein, on va dire. C'est juste par rapport à la formalisation. Si je reprends... non, pas modèle. Pas d'une, deux listes. Si je reprends mon histoire d'urne, qui contient des boules numérotées. Une urne contenant, je sais pas, je mets un truc au pif, 7 boules numérotées. Le genre de truc ultra bateau. Et on fait un tirage de 3 boules dans l'ordre. Alors, dans l'ordre, ça veut dire que l'ordre dans lequel les numéros sont tirés va être important. Il reste ensuite deux possibilités. Ou bien, vous avez votre urne avec les 7 boules. Vous imaginez que vous l'avez concrètement devant vous, posé sur votre bureau. Il y a les 7 boules qui sont dedans, numérotées de 1 à 7. Ou bien, vous les tirez successivement, mais à chaque fois sans remettre. Ou bien, vous les remettez à chaque fois. Deux possibilités. Petit 1, si c'est avec remise. Donc là, ça rejoint l'exemple qu'on a fait précédemment. Un tirage. Un tirage sera une liste de, alors, 3 éléments de grand E égale un 7. Donc, ce qu'on fera nous progressivement, ce sera de manière officielle. Il faudra qu'on arrive à modéliser nos situations avec des listes d'éléments distincts ou d'autres choses qu'on verra plus tard. En revanche, petit 2, si jamais c'est sans remise. Si c'est sans remise, on ne peut pas retirer un numéro une deuxième fois. Conséquence, ce ne sera pas une liste, mais ce sera une liste d'éléments distincts ou un arrangement. Donc je mets un arrangement, une liste d'éléments distincts, d'éléments, je mets différents pour distincts, de, alors par contre la fin c'est pareil,
3 éléments de grand E égale un 7. Alors quand je dis sera, en vrai c'est sera modélisé. Le but du jeu, ce sera de mettre en place un modèle pour toutes les situations qu'on aura. Est-ce que pour cet exemple-ci, c'est à peu près bon le principe? S'il y a des questions, je vous laisse me dire. On est bon? Alors, je repars sur le PDF. Hop, je vous mets le tableau un petit peu plus petit. Alors maintenant, le but du jeu, c'est quoi? Lorsqu'on aura mis en place ce genre de modèle, vous vous rappelez bien sûr, j'imagine en proba, assez vite, on va retourner, on va avoir notamment cette histoire de nombre de cas favorables sur nombre de cas total. Lorsque vous avez une expérience qui aura été modélisée, on aura donc besoin du nombre de cas total. Le nombre de cas total, c'est le cardinal de l'ensemble qu'on est en train de considérer. Si on est dans la première situation avec des listes, l'ensemble qu'on est en train de considérer, c'est celui qui est ici. Ce sera grand E exposant P. Donc pour notre exemple, grand E exposant 3. Conséquence, le cardinal de grand E exposant 3, si je remonte un petit peu, c'est exactement ce qu'on a vu ici. Donc, on sait faire. En revanche, ce qui nous manque, c'est le cardinal dans le deuxième cas, si jamais on a des listes d'éléments distincts. Donc pour les arrangements, du coup il y a une petite formule qui va arriver. Proposition 10, si on s'intéresse au nombre de p-listes d'éléments distincts d'un ensemble grand E de cardinal n, ça va être deux possibilités. Déjà la plus simple, imaginez que vous ayez non pas 7 boules et 3 numéros, mais 3 numéros et 7 tirages. Dans ce cas-là, vous aurez beau chercher. Si votre trou n'a contient 3 boules, si vous cherchez à tirer 7 fois un numéro sans remettre les boules, vous n'arriverez pas. Donc, si le petit p est trop grand par rapport à n, ça fait 0. Bien sûr, c'est logique, il n'y a pas assez d'éléments dans la boîte. Mais, cas général, si le petit p est inférieur ou égal à n, donc là, on a vraiment possibilité. Le nombre de tirages possibles, pour notre exemple, ou le nombre d'arrangements, ce sera cette formule-ci, n fois n-1 fois 3 petits points fois n moins p plus 1, qui peut se mettre sous la forme n factoriel sur n moins p factoriel. Alors, dans cette formule, dans cette première ligne, il y a deux choses. Déjà, le passage de la première du côté gauche égalité à du côté droit, c'est juste une bidualité factorielle. Donc ça, c'est rien de neuf, c'est des petites techniques qu'on a déjà vues ensemble. En revanche, ce qu'il faut préciser, c'est tout simplement le nombre de manières d'arriver à ça. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour arriver à ça? Donc on va l'expliquer, mais de manière très succincte, juste avec des petites phrases. Le but, c'est pas de faire une démonstration formelle, précise du truc. C'est juste que vous ayez un moyen de vous rappeler d'où vient cette formule, parce que sinon vous risquez de l'oublier. Donc ça, il faudra le connaître, et je vais notamment entourer ce truc-là ici. Alors, démonstration 10, enfin plutôt explication 10, on va dire. Alors, tac, je repasse là-dessus. Je mets page suivante, hop, soyons fous. Donc, on a dit c'était le numéro 10, explication 10. Alors, on a un ensemble grand E qui est x1, etc. jusqu'à xn. On veut faire, c'était quoi les paramètres? Je revérifie. Donc grand E de cardinal n et refaire petit p, une liste de p éléments. P liste d'éléments distincts de grand E. Alors tout simplement, une telle p-liste
est, alors pas caractérisée, c'est peut-être mal dit, est construite, comment est-ce que je peux formuler ça, déterminée, ce sera peut-être plus propre, plus joli. Une telle pléliste est déterminée par premier point, bah, le choix du premier élément. Je vais donner un nom à ma playlist. Une telle playlist, je vais mettre petite étoile. Alors on veut un P élément. Comment je les appelais mes éléments? Bah L, pourquoi pas, comme liste. Donc une telle playlist, donc L1, etc. jusqu'à LP, est déterminée par le choix du premier élément L1. Ce premier élément L1, on va avoir ici n possibilités. Ensuite, deuxième point, une fois qu'on a choisi le premier élément, bah, il faut choisir entre guillemets le deuxième élément L2. Mais ce deuxième élément, on va le choisir dans grand E, mais pas grand E tout entier, dans grand E, excepté le L1 qu'on a pioché juste avant. Imaginez qu'au premier tirage, si on pense en termes de tirage, on ait pioché la boule numéro 3, le deuxième tirage, il ne pourra jamais contenir le numéro 3. Conséquence, et vous allez voir bien sûr ce qui se passe, on n'aura pas n possibilités, mais on aura n-1 possibilités. Et ainsi de suite. Bon, je refais encore un petit coup. On va avoir ensuite le choix du troisième élément qui s'appelle L3, mais le L3, même principe, il ne sera pas dans grand E tout entier, il sera pas, on doit enlever L1 et on doit aussi enlever L2. On va donc se retrouver avec, cette fois-ci, n-2 possibilités. Etc., etc. On va avoir besoin ensuite de choisir le tout dernier élément LP. Ah, j'ai mis enfin. Mais je crois qu'après c'est pas très lisible. Donc je remets en plus gros. Le dernier élément LP dans grand E, privé de L1, 3 petits points, jusqu'à L, P-1. Parce que tous les numéros précédents, on les aura enlevés. En fait, c'est le nombre d'arrangements possibles qu'on peut faire. Exactement, c'est ça la question. On veut le nombre d'arrangements, tout à fait. Et ici, combien de possibilités? Bien sûr. On part de petit n et on retranche les P-1 numéros, on va dire ça comme ça, qu'on a déjà pioché. C'est-à-dire n-P+1. Conclusion. Je passe en rouge. On a petit n fois n-1 fois n-2, etc., etc., jusqu'à n-P-1 possibilité. Et ce truc-là, bah c'est bien n factoriel divisé par n-p factoriel. Alors, j'ai pas précisé, excusez-moi, j'aurais peut-être dû le faire au départ. Bien sûr, tout ça, c'est sous réserve qu'on ait toujours des éléments à piocher. Donc tout ça, c'est bien sûr sous réserve qu'on soit dans le premier cas, c'est-à-dire qu'on a assez d'éléments dans grand E, et donc que n est au moins égal à p. Donc ça, c'est pour n super égal à p. Sinon, le fait que dans l'autre cas, ça fasse 0, c'est relativement instantané. Il n'y a pas assez d'éléments dans le lot, c'est tout. Est-ce que, sur le principe, il y a des questions? Alors, on justifie comment le produit?
c'est un produit cartésien. Alors après, c'est pas exactement un produit cartésien, mais ce qu'il faut imaginer, mais là je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, c'est qu'on fait le produit cartésien de grand E, croix E privé de L1, croix E privé de L1, L2, etc., etc., etc. Alors en vrai, dit comme ça, je précise quand même pour être complet, c'est moche. Parce que E privé de L1, bah, c'est pas un ensemble. E privé de L1, ça dépend de ce qu'on a déjà pioché avant. Donc c'est pas si simple, mais dans l'esprit, c'est un peu l'idée. Voilà. Pour une vraie démo, faire une récurrence. On peut. Oui, on peut faire une récurrence. On peut faire une récurrence. Honnêtement, on va pas attendre de vous de vraies démonstrations là-dessus, hein. La seule chose que je veux, moi, c'est que vous compreniez le principe, que vous arriviez à vous refaire un peu dans votre tête, à vous dire ah oui, alors attends, j'ai 7 éléments au départ, je vais en piocher 3, donc 7 pour le premier, x 6 pour le deuxième, x 5 pour le dernier. Voilà, c'est fini. C'est juste ça que qu'il faut que vous arriviez à refaire facilement. Ensuite, on avance un petit peu. Je repars sur le PDF. Conséquences. Alors là, c'est des conséquences un petit peu formelles. Premier temps, sur les injections-surjections. Alors, on va juste l'énoncer. Ce sera à vous de réfléchir un petit peu au truc, mais ça, c'est honnêtement, vous inquiétez pas, c'est très marginal, très accessoire par rapport à ce qu'on va faire. C'est uniquement pour certains trucs ultra théoriques que ça peut être nécessaire, mais en pratique, ceux qui arrivent à ce genre d'exercice très théorique ou ceux qui sont confrontés à ce genre d'exercice très théorique, bah, c'est qu'ils sont un petit peu dans les hautes sphères, on va dire. Alors, nombre d'injections. On l'a quand même énoncé. On se fixe deux entiers naturels non nuls. Si on a un ensemble de cardinal P dans un ensemble de cardinal N, si on veut le nombre d'injections, c'est-à-dire le nombre d'applications injectives, si vous réfléchissez un petit peu avec les images des éléments, ce qu'on veut faire pour construire une injection, ça revient à construire un arrangement de P éléments parmi N. Concrètement, conséquemment plutôt, le nombre de ces injections, c'est le ANP, le truc qui est juste au-dessus. Je vous laisse ce truc-là dans un coin. On avance surtout en dessous. Ça, par contre, on va se l'encadrer. Ce truc-là, le cas un peu plus général, pas général, plus particulier, on va dire, des bijections. On appelle permutation de grand E une bijection de grand E dans lui-même. Alors déjà, ok, pourquoi pas. On va prendre un petit recul par rapport à ça, vous allez voir qu'en fait c'est tout bidon. On note grand sigma, ça c'est un sigma majuscule, de En. L'ensemble des... pourquoi j'ai un En ici? Non, c'est une faute de frappe. Lui, il faut me l'enlever. On note sigma de E, tout court, l'ensemble des permutations de E, et plus particulièrement sigma N, l'ensemble des permutations de N. Donc ça, c'est une notation. Si on prend un peu du recul, une bijection de grand E dans lui-même, bah, ça veut dire que vous avez devant vous, vous imaginez, vous avez vos, je sais pas, par exemple vos pièces. Imaginez qu'on ait des pièces ou des jetons avec des numéros dessus, vos jetons numérotés. Ils sont a priori dans l'ordre gentiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous les mélangez, vous avez à chaque élément associé un nouvel élément. Autrement dit, faire une bijection, une permutation d'un ensemble, bah, c'est mélanger des éléments. Et donc, concrètement, au niveau modélisation, lorsque vous avez un exercice de proba qui va arriver dénombrement, si on vous parle de mélange de tous les éléments, par exemple, on a un jeu de cartes, on mélange complètement, bah dans ce cas-là, c'est une permutation qui va arriver. Si vous avez 3 éléments et que vous les mélangez, on aura donc 3 factoriels mélanges possibles. Pardon, je suis un tout petit peu vite. Le 3 factoriel arrive après. Mais on aura autant de mélanges possibles que de permutations de cet ensemble à 3 éléments. On fait qui avec le EN? EN n'existe pas, c'est une faute de frappe. C'est juste E tout court. Nombre de permutations. Le principe, c'est exactement, on fait la démonstration d'avant. Je vous mets l'écran. Enfin, vous rejetez un œil sur l'écran qui est sur le côté. Je le remets en grand un petit peu. Si vous regardez, je reprends mon pointeur laser. Si vous imaginez que le petit p, il est égal à n, qu'est-ce qui va se passer à la fin? N, n-1, n-2. Si petit p égale n, on aura n
moins n plus 1, on n'aura plus qu'une seule possibilité pour le tout dernier. Autrement dit, au lieu d'avoir un quotient de factoriel, on aura juste n factoriel. C'est ce truc-là avec petit p égale n. Alors, question posée. L'élément P n'est plus associé à la même carte. C'est ça après bijection. Alors, en vrai, on ne va pas écrire des applications objectives. Il faudra juste vous dire, exemple, question type, vous avez un exercice, on s'intéresse au mélange possible d'un jeu de 52 cartes. Combien y en a-t-il? Première question toute bidon. Vous direz, un mélange, c'est une permutation des 52 cartes, il y en a 52 factoriels. Voilà, c'est tout. C'est uniquement ça qu'il faudra dire. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Concrètement donc, à retenir, excusez-moi, chat dans la gorge. Où est-ce qu'il est? Ici. Le nombre de permutations de grand E, c'est n factoriel. Avec la convention, mais qui finalement est plus ou moins logique, si on n'a pas d'éléments, le nombre de manières de mélanger, rien du tout. Il n'y a qu'une seule manière, on fait rien. Donc finalement, on va avoir 0 factoriel. Égal, attention, pas égal 0, égal 1. Parce qu'on considère qu'il y a quand même une manière de ne rien faire, c'est de ne rien faire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant qu'on enchaîne? Si tu lances un dé. Non, c'est pas vraiment l'histoire de lancer de dé. Vous réfléchirez au truc. Alors, question. Le démontrer, non. Ça se démontre pas. Enfin, ça se démontre pas. C'est une convention, mais c'est une convention qui est logique par rapport à la définition de dénombrement. Donc, c'est pour ça. C'est pas vraiment à méditer, c'est juste que c'est comme ça, quoi. Alors. Question qui n'a absolument rien à voir. Je sais plus comment il s'appelle le personnage sur l'avatar de Romain. Alors. Ah, d'où oui. Ok. Alors, on enchaîne. On enchaîne. Combinaison. Là, c'est le dernier modèle qui va nous arriver. Et après, on a fini. Donc, pour l'instant, au niveau des modèles, liste d'éléments distincts qui s'appelle aussi arrangement. Et combinaison. Les combinaisons, ça va être tout simplement notamment le moyen de gérer les situations où il n'y a pas d'ordre. Parce que si vous avez bien retenu sur les listes, je remonte un tout petit peu, dans les caractéristiques, l'ordre compte toujours, dans les deux types de listes. Donc, si vous avez une situation où il n'y a pas d'ordre, il faut trouver autre chose. Ici, les combinaisons, ça peut être un moyen de répondre à la question. Définition. Encore une fois, une combinaison, c'est juste un mot qu'on met sur quelque chose qui existe déjà. Mais on prend un langage un peu plus dénombrement probabilité. C'est un peu le principe. Alors, on a un ensemble fini grand E, on a un petit p dans n. Une combinaison de p éléments de grand E ou une p combinaison de grand E, c'est une partie de cardinal p. Donc ça, définition qu'on souligne. Concrètement, ça veut dire quoi? Une combinaison, c'est une partie x1 xp de grand E où on a des éléments xi, 2 à 2 distincts. Alors, ici, notez bien, ce sont des accolades. Un ensemble, c'est avec des accolades qu'on le note. Et en particulier, petit rappel aussi sur les ensembles, imaginez que vous ayez les chiffres de 1 à 7. Si je vous dis l'ensemble 1, 2, vous, dans votre tête, vous imaginez qu'on a pris le chiffre 1, on a pris le chiffre 2 et on les met dans un sac. En particulier, l'ordre ne compte pas. C'est-à-dire que lorsqu'on considère une partie mathématiquement, l'ensemble 1, 2 ou l'ensemble de 1, c'est les mêmes, c'est les deux mêmes éléments. Et de fait aussi, par rapport à la notation, lorsqu'on écrit un ensemble, on n'écrit pas l'ensemble 1, 1. Ça n'a pas de sens. C'est juste qu'on a pris l'élément 1, on l'a pris, ça y est, il y est. Donc, il n'y aura pas de répétition, les xi seront 2 à 2 distincts. Donc ça, je vais souligner aussi, 2 à 2 distincts. Et on va encadrer un peu comme précédemment, c'est presque surtout la remarque qu'on va encadrer, parce que c'est ça qui va vous aider pour le modèle. Lorsqu'on considère des combinaisons, l'ordre n'est pas pris en compte, et il n'y a pas de répétition. Donc,
Dernier modèle qui va nous intéresser, pas de répétition, pas d'ordre. Dans ce cas-là, c'est les conditions qui vont s'imposer. Typiquement, ça va être quoi? Si vous pensez, je peux mettre l'exemple juste à côté, tiens, je vais le mettre. Hop, pas ici, je repars sur le tableau blanc. Page en plus. Si on veut des exemples de combinaisons. Ça peut être tout simplement une main de 5 cartes parmi, je sais pas, je dis au pif 52. Lorsque vous faites un jeu de cartes, vous avez 52 cartes, on vous a mis les 5 cartes. Une fois qu'elles sont dans votre main, l'ordre dans lequel elles sont arrivées, il ne compte pas, vous vous en fichez. Si vous avez eu l'as de cœur, puis après le roi de trèfle, ou le roi de trèfle, puis après l'as de cœur, pour vous c'est la même main. Donc concrètement dans ce genre de situation, pas d'ordre. Donc ici, une main de 5 cartes parmi 52, ce serait une combinaison de 5 éléments de... Alors, une manière possible, ce serait de dire de l'ensemble numéroté 1 à 52 en imaginant virtuellement qu'on a numéroté toutes les cartes de 1 à 52. C'est un arrangement fait de combinaison? Non, parce que pour un arrangement, l'ordre compte, pour une combinaison, l'ordre ne compte pas. Donc l'arrangement, ce serait par exemple, je sais pas, le tiercé au cheval. Si vous imaginez une course de chevaux, avec un au pluriel ça ira mieux. Si vous imaginez un tiercé, ce sera là, l'ordre va compter, vous aurez les 3 premiers numéros, et l'ordre dans lequel ils arrivent compte, et il n'y aura pas de répétition. Donc là, ce sera un arrangement qui sera adapté. Par exemple. Autre possibilité, un tirage entre guillemets, entre gros guillemets, simultané. Puis après j'en sais rien, on met de 7 boules parmi 48 par exemple. Ça ce serait une combinaison de 7 éléments de 1, 42. Donc ici, imaginons que vous ayez une grande boîte pleine de boules numérotées, vous en piochez, paf, en vrac, en mettant les deux mains dedans, pouf, 7 d'un coup, voilà, là c'est une combinaison. Parce que vous n'êtes pas préoccupé de l'ordre dans l'histoire. Attention, petite subtilité. Même si, et on le verra, même si le problème posé n'a pas d'ordre a priori, on pourra en imposer un arbitrairement. En imposer un arbitrairement. Hop. En imposer un arbitrairement. Beaucoup de syllabes tout ça. Alors ça, je vais pas donner d'exemple tout de suite. On le croisera en exercice dans certaines situations, notamment rien du tout. Je dis rien parce qu'après sinon je vais m'envoler, je digresser. Mais gardez ça en tête. Dans certaines situations, mettre un ordre arbitrairement, ça peut aider. Je reviens sur le PDF. Pardon, je vous ai laissé le tableau en petit. Je vous mets un peu plus grand. La différence entre P-liste et P-combinaison. Liste, il y a un ordre. Première différence. Combinaison, il n'y a pas d'ordre. Si vous jouez aux cartes, par exemple, je sais pas, si vous jouez au poker, imaginez qu'il y a des exercices comme ça, on vous dit la probabilité d'avoir un carré avec vos 5 cartes. Là, vous savez que le fait d'avoir
un carré d'as avec l'as de cœur, puis après l'as de trèfle, ou l'as de trèfle, puis l'as de cœur, ça ne change rien, c'est la même combinaison. Mais dans d'autres situations, l'ordre peut changer. Et aussi, une liste tout court, pour compléter un petit peu, il y a des répétitions possibles. Donc, liste, ordre, répétition, arrangement, ordre, mais pas de répétition, combinaison, pas d'ordre, pas de répétition. Il faut un petit peu analyser tout ça. Et si vous faites justement le petit bilan, vous comprendrez pourquoi ma remarque. Parce que vous allez vous dire, ah oui, mais tiens, il y a une combinaison, enfin, il y a un truc qui manque. Alors, je reviens, hop, ici. Propriété qui va nous manquer. Il nous reste combien de temps? Un quart d'heure. C'est bon, on a. Alors, on verra si on finit ou pas, mais au pire, il restera 5 minutes à faire la prochaine fois. Proposition 13. Celle-ci, encore une fois, c'est surtout ça qui va nous intéresser. On veut retrouver quelque chose qu'on connaît très bien, le nombre de combinaisons de P éléments parmi un ensemble à N éléments. Parce que lorsque vous aurez, par exemple, on vous dit on pioche une main de 5 cartes parmi 52, combien est-ce qu'il y a de mains possibles? Bah là, vous direz, c'est le nombre de combinaisons de 5 éléments parmi 52, et donc vous direz, c'est 5 parmi 52, le quotient binomial. Premier cas de figure. Et maintenant, vous allez vous dire, ah oui, mais alors c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait un 0 qui se promenait. Si maintenant on a cette interprétation-ci, si P est plus grand que N, imaginez que vous ayez un jeu de 52 cartes, et je vous dis d'en piocher 72. Bah là, vous allez me regarder un peu comme un ahuri, quoi. Bah non, c'est pas possible. Bah oui, c'est pas possible. Donc, zéro possibilité. D'où la petite ligne qu'on mettait à l'époque. Si P est plus grand que N strictement, P parmi N vaut 0. Et la définition, enfin la formule des quotients binomiaux, qu'on va ici obtenir en termes de dénombrement, si vous regardez le numérateur, regardez bien le numérateur dans les yeux, c'est quoi ici le mot magique? Qu'est-ce qu'on reconnaît? Regardez bien le numérateur, à quoi est-ce que c'est lié? Alors, est-ce que quelqu'un voit le truc? C'est le nombre de quoi? Au truc du haut, alors c'est pas les p-listes exactement, c'est les p-listes d'éléments distincts, c'est les ANP, les arrangements. Donc finalement, une combinaison, par rapport au nombre d'arrangements, on a divisé par factoriel P. Donc ça, on va l'expliquer un petit peu. Donc pareil, ce ne sera pas une démonstration ultra précise, théorique, mais ça devrait vous aider à retrouver la formule par vous-même. Ce P factoriel, à quoi est-ce qu'il correspond? Pareil, essayez de me ressortir le mot magique. P factoriel, c'est le nombre de quoi? Est-ce que quelqu'un saurait me le redire ou le retrouve? Alors, pour pas de répétition, ouais, ça a moitié de sens. Nombre d'éléments déjà sortis, ouais. Il y a un mot plus précis. Essayez de me retrouver le mot. Comme ça vous force un petit peu à vous repérer dans le poly. Alors, liste, ouais, j'ai eu le mot magique. Permutation. Le P factoriel, c'est le nombre de permutations de P éléments. Et bien vous allez voir que ça, tout ça, c'est pas anodin, enfin, c'est pas un hasard. Alors, explication 13, je repars sur, hop, je mets le tableau en grand, tac, et piche paf pouf, page suivante, explication 13. Alors, le principe c'est quoi? Comment est-ce que je formule ça en quelques phrases? Un arrangement, ça peut être construit en faisant un choix de P éléments et ensuite en les mélangeant. On va dire ça comme ça. Donc, un arrangement de P éléments de grand E. Alors pareil, toujours pareil, je mets en haut cardinal de E égale N, on se fixe ça.
un arrangement de P éléments de grand E est déterminé par, première chose, le choix des P éléments, mais entre parenthèses, sans ordre. Donc ça, ce choix de P éléments sans ordre, c'est exactement le... Je vous remets le PDF un petit coup. Si on remonte un petit peu, c'est exactement le ANP qu'on a creusé ici. Pardon, excusez-moi, j'ai une bêtise, c'est dans l'autre sens. Pif fouf, non, ici. C'est exactement le P parmi N qui est ici. Je vais rectifier dans le tableau à côté. Si on choisit les éléments sans leur fixer d'ordre, on les prend en vrac. Vous imaginez qu'on met les deux mains dans le sac, et hop, whoop, je prends mes P éléments, je les ai tous en tas. Donc ça, c'est le P parmi N. Je corrige. Possibilité. Mais maintenant, si on fait que ça, on n'a pas un arrangement. Parce que là, c'est une combinaison. Donc, justement, une fois qu'on a choisi ces éléments, par exemple, imaginez, on a tous les numéros de 1 à 52 et on a pioché le numéro 7, le numéro 13 et le numéro 20. On a nos trois éléments, nos trois jetons numérotés, 7, 13 et 20 dans la main. Comment est-ce qu'on fait un arrangement à partir de ces trois éléments? Il reste ensuite à les mélanger, à les mettre dans un certain ordre. Donc, deuxième point, fixer l'ordre. Donc, fixer l'ordre. Donc, volontairement, je suis un peu imagé, mais bon, je pense que ce sera suffisant pour voir à peu près le principe. Donc, fixer l'ordre, il manque un R ici, de ces éléments. Et donc là, c'est une permutation des P éléments. On a P factoriel, possibilité. Conclusion. Pour chaque choix de nos P éléments, on doit ensuite les mélanger. Donc on va avoir un produit P parmi N fois P factoriel qui est censé donner le nombre d'arrangements. Donc conclusion de ce truc-là. Le nombre d'arrangements de P éléments de grand E est deux points à la ligne. Par définition, c'est ANP. Et ce ANP, c'est censé être égal à P parmi N fois P factoriel. Et bien maintenant, vous regardez ça dans les yeux. Vu que le NP, on le connaît parce qu'on l'a fait à la main, on divise par P factoriel et on a P parmi N. Et c'est gagné. Alors, ce qu'il faut y arriver à vous dire, c'est qu'on peut fonctionner aussi dans l'autre sens. À partir d'un arrangement, on a compté trop de combinaisons, enfin on a compté trop de fois on a compté trop d'éléments, tout simplement parce que on a tenu compte de l'ordre dans l'histoire. Donc on doit diviser par P factoriel pour retomber sur les combinaisons. Alors c'est quoi devant le P parmi N? C'est donc DC. Hop, attendez, je vais le refaire. Alors, voilà.
Est-ce que il y a des questions là-dessus? On est bon à peu près? Ah, j'ai encore oublié de vous remettre le tableau en grand. Je comprends, vous avez dit pour un arrangement l'ordre compte, et le premier, je comprends pas, et le premier choix vous mettez sans ordre. Justement, c'est bien les deux ensemble. Pour avoir un arrangement, il faut faire les deux manipulations. Effectivement, juste le premier bras tout seul ne suffit pas, il faut les deux cumulés. C'est pour ça, enfin les deux enchaînés, c'est pour ça qu'on multiplie ensuite nos deux nombres de possibilités. Alors, j'avance un petit peu. Ce qu'il faudrait qu'on voit ensuite, bon, on verra si on le fait un peu la prochaine fois, on va juste le parcourir vite fait. Premier exemple qu'on essaiera de refaire, mais on va pas le faire maintenant, ne vous inquiétez pas. À partir de cette définition, alors pas de cette définition avec la formule, mais à partir de la définition en termes de dénombrement, on peut retrouver les petits coefficients binomiaux. Un exemple, si je vous dis 1 parmi n, 1 parmi n, c'est le nombre de manières de choisir un crayon dans une trousse qui en contient petit n. Combien de manières? Il y en a petit n, autant que le nombre de crayons. Ensuite, tout plein de formules qu'on peut retrouver, mais que vous connaissez. Toutes ces formules qui vont suivre, là je vous le souligne, elles sont déjà connues. Le but, alors on va pas forcément du coup toutes les faire vu les circonstances, mais on en fera 2-3, c'est rigolo, c'est très rigolo. C'est de retrouver par exemple cette somme-là, somme des pi parmi n pour période de 0 jusqu'à n égale 2 puissance n. Ce truc-là, si vous le regardez comme ça, vous dites ah oui, c'est le binôme de Newton. Alors déjà, si vous arrivez à vous dire que bien que c'est le binôme de Newton, c'est très bien. Si en plus vous pouvez me dire pour quel A et B, c'est encore mieux. Mais en vrai, c'est du dénombrement. Cette formule qui est à côté, je l'entoure pas, mais c'est la formule de. Alors non, elle n'a pas de nom. C'est une formule liée aux quotients binomiaux. Nous à l'époque, on avait fait juste un gros calcul avec des factoriels, enfin un petit calcul avec des factoriels. Ça se faisait très bien, mais en vrai, si on l'interprète en termes de dénombrement, cette formule, elle est instantanée. Juste à l'oral, pour faire voir, parce que celle-ci c'est super rapide, piocher P éléments, choisir P éléments parmi n. Ça revient à choisir les n-p éléments qu'on va laisser de côté. Si vous vous dites, ah tiens, je veux le nombre de manières de choisir 9 crayons parmi les 10 que j'ai, ça revient à choisir le crayon que je veux laisser de côté. Donc il y a 10 possibilités. De manière plus générale, P parmi n, c'est n-p parmi n. La formule de Pascal, ça c'est beaucoup plus rigolo, on le verra aussi. Alors, vous la connaissez bien sûr très bien. Nous à l'époque, on avait fait un gros calcul à la noix, avec des facteurs dans tous les sens, mais en vrai, juste avec un dessin, c'est gagné. En interprétant en termes de dénombrement les quotients binomiaux, ça marche tout seul. Et ça, c'est super joli. J'ai bien envie, on le fera la prochaine fois. Et là, on le fera pas parce que c'est un peu plus tarabiscoté, mais ça peut se faire aussi. La formule du binôme, ça n'a pas l'air du tout comme ça, mais en fait, on peut la démontrer sans récurrence. On peut la démontrer avec du dénombrement en regardant les termes de la forme x puissance k, y puissance n-k. Et en disant ah oui, mais le nombre de possibilités d'avoir ce terme-là, c'est tel nombre de possibilités, et on retrouve le k parmi n qui sort comme ça. C'est un peu plus tarabiscoté, mais en vrai, c'est possible. Donc, par rapport au contenu du petit chapitre sur le dénombrement, c'est bon, on a fait l'ensemble. On complétera avec une démonstration, et après, on pourra passer au chapitre suivant du coup. Peut-être qu'on fera ça un peu demain, histoire de prendre des marques. Ce sera les vrais espaces probabilisés. Donc là, on va sortir les univers, on va sortir les probas, etc. Question, est-ce qu'on peut traiter des complexes en dénombrement? Des complexes en dénombrement. Je comprends pas bien la question. On peut dénombrer des complexes. On peut dénombrer des complexes. Oui, ça c'est possible. Alors après, par exemple, parmi des racines énièmes, le nombre de manières de choisir celles qui ont... d'en choisir 3 qui ont une partie imaginaire positive. Mais bon. Ah, R ou C. D'accord, pour ça. Alors oui, parce qu'en fait, ce qu'on dénombre, c'est le fait que ce soit des complexes, c'est pas gênant.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de fois où x puissance k fois y puissance n moins k arrive. Donc ça, vous pourrez réfléchir si vous voulez, mais le fait que ce soit des nombres réels ou complexes, ou même des matrices, hein, je dis ça au passage, change rien du tout. Alors, s'il y a des questions directes, là pour la fin, je vous laisse me dire. Sinon, bah, on va s'arrêter là gentiment. Alors, sur la définition de permutation et la proposition 12. Oula, c'est compliqué tout ça. La définition de permutation et la proposition 12. Alors, en deux mots, une permutation, ce qu'il faut retenir, vous avez P éléments devant vous. Dans votre main, vous avez P éléments et vous les mélangez. Une permutation, c'est ça. Ça correspond à une bijection parce que, par exemple, le premier élément, il est parti en position 7. Donc, à l'élément numéro 1, on associe la case numéro 7, etc., etc. Et vu qu'on veut retrouver exactement les mêmes éléments, il faut avoir une bijection. Ensuite, la proposition 12 sur le nombre de permutations, c'est uniquement la formule d'avant en prenant P égale N. S'il y a besoin d'en dire plus, on peut je vous laisse m'envoyer un petit message, un petit MP, et puis on peut se retrouver dans le Discord là tout de suite dans 3 minutes. Alors, redire l'exercice que l'on doit chercher et donc émettre une proposition en correction sur Classroom. Alors, les exercices pour lesquels je vais mettre des choses, il y a le 6C. Alors, intégration exercice. Il y a le 6 petit c. Et il y a ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, le 14 et le 15 A et B. Et le CD, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc le 6 petit c, le 14, le 15 A et B. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Alors, les mettre juste après le cours SVP. Ouais, pourquoi pas. Alors, pas ici, mais ici. Alors, juste le numéro, hein. Je pense que ça suffira. Après, sur Classroom, alors je vais le mettre sur vous inquiétez pas ici. Sur Classroom, je mettrai en titre correction des exercices 6C, 14, 15 AB. Donc, même sans ouvrir le PDF, comme ça, vous saurez ce qu'il y a dedans. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous auto-spoiler. Ils y sont pas déjà, j'ai pas eu le temps de les mettre juste avant, mais je vais les mettre, là, c'est fait. Juste après, sur Classroom, excusez-moi. Oui, je vais essayer d'y penser tout de suite. Je vais le faire là, hop, pouf, comme ça. Ce sera réglé. Tac, tac. Alors, j'ouvre la séance, créer. Tac, j'ajoute un fichier. Hop, zoup. Il a glissé. Bien sûr, ma connexion là. Non, c'est bon. Alors, thème, ça c'était dans l'intégration. Titre, correction, exo, 6C, 14, 15 AB. Et pouf, c'est parti. Publication en cours. Ça y est, voilà, c'est réglé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est tout bon? Ok, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Restez motivés, Je sais que c'est pas évident en ce moment, mais essayez de vous accrocher le plus possible, de vous forcer un petit rythme de travail, etc. Et on reparlera un petit peu des vacances, tout ça, de ce qui se passera pour la suite de l'année. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Alors, Romain, j'ai oublié.